Bonjour à tous, nous sommes en direct live de l'hôtel des joueurs de ce mondial 2020 au Qatar. Et avec nous, Christina Clément. Alors vous allez vous dire, mais on ne se souvient pas, elle n'était pas sélectionnée en équipe de France. Oui, mais elle l'a été dans l'équipe d'Allemagne. Christina, salut. Bonjour. D'abord, pour débuter, on te voit avec le t-shirt allemand. Raconte-nous, quel a été le cheminement pour que tu puisses jouer pour l'Allemagne? Eh bien, j'ai une double nationalité. Ma mère est allemande, mon père est français et du coup j'ai 2 passeports. Donc voilà, j'ai la chance de bénéficier de 2 passeports. Et comme ça fait plus de 3 ans que je n'ai pas joué pour la France, puisque pour rappel j'ai fait 3 mondiaux et un championnat d'Europe et ma dernière sélection était en 2012. Voilà, donc il y a un an, il y a une joueuse, Denise, de l'équipe allemande que j'ai connue sur un cours de paddle et qui m'a dit « Mais puisque tu as un passeport allemand, pourquoi tu ne viendrais pas jouer pour l'équipe allemande ?» Et à cette époque, j'étais impliquée avec l'équipe de Monaco en tant que coach. Et puis comme après Marbella, j'ai souhaité me lancer dans cette nouvelle aventure allemande. Du coup, j'ai repris contact avec Denise. Le lendemain, Jimena, la coach de l'équipe allemande, m'a appelée. Et puis je dis, bon, ben voilà, je suis disponible. Donc dites-moi si vous êtes intéressé par mon profil. Si c'est le cas, parfait. Si vous avez d'autres projets, pas de problème. Puis elle m'a dit, bah, bienvenue. Et voilà, et je suis très heureuse et ça se passe très très bien. Alors Denise, elle est joueuse, elle fait partie d'ailleurs de l'équipe de l'Allemagne. Jimena qui est la capitaine. Lorsque Denise et Jimena t'ont fait cette proposition d'intégrer l'équipe de l'Allemagne, c'était à quel moment? Tu étais encore la capitaine de Monaco? Non, Denise m'en avait déjà parlé. En fait, on s'est connus il y a 2 ans. On a un ami en commun. On a joué une partie de paddle avance. Et puis, c'est une ancienne très très bonne joueuse de tennis. Elle a fait des tournois WTA. Et donc, bon, elle a vu que je me débrouillais pas trop mal. Du coup, on a gardé contact et c'est elle qui a eu cette idée, qui m'a proposé, mais sachant que j'étais aussi allemande, elle m'a dit « Mais pourquoi on a besoin de renfort, pourquoi tu ne viens pas jouer avec nous ?» Et du coup, après cet été, après avoir fait décidé de passer à autre chose, à revenir comme joueuse, parce que je sentais que j'avais encore la capacité de bien faire sur le court, que je suis en forme, que je joue plutôt bien. Du coup, j'ai recontacté Denise parce que voilà, et puis ça s'est vite goupillé cette affaire et voilà, je me retrouve à Doha, donc je ne vais pas me plaindre. Non, tu n'as pas à te plaindre. Alors, des joueuses, coachs comme toi, qui se sont retrouvées sur 3 nations, enfin j'allais dire principauté, 2 nations, une principauté, 3 pays. Je ne sais pas, mais dans le paysage du sport, ça n'a pas existé énormément. Je ne sais pas, peut-être que tu as fait une petite recherche à ce niveau-là pour voir si c'était l'unique exemplaire avec cette particularité-là? Non, je ne suis pas allée voir s'il y avait d'autres personnes, mais c'est vrai que bon, on n'est pas nombreux à avoir plusieurs passeports en sa possession, donc voilà. Et puis, il faut savoir que l'équipe allemande, pour ce mondial à Doha, c'est la première fois qu'elle est présente dans un championnat du monde. Et on a fait 2 matchs, 2 victoires. Ouais. Donc aujourd'hui on joue la France. Donc c'est un joli clin d'œil pour moi. Et de toute façon on sait qu'on va finir dans les 2 premiers du groupe. Et pour la première participation au championnat du monde, l'Allemagne va finir dans le top 8 mondial. Donc c'est pour moi, voilà, c'est un super. Alors justement, tu as anticipé la question qui allait venir forcément. On t'interviewe aujourd'hui puisqu'on est à quelques heures d'une opposition France-Allemagne. C'est un clin d'œil puisque tant chez l'équipe dames que messieurs, on se retrouve à jouer face à l'Allemagne. Et l'histoire est belle, ou est incroyable, clin d'œil du papa, qui on se retrouve pour un match décisif pour la première place entre l'Allemagne et la France avec face à des joueuses que tu connais. Pour certaines, très très bien. Je sais pas, tu as déjà parlé de ça avec elle? En fait, dimanche soir, lorsqu'on a eu le tirage au sort, en fait, on avait une chance sur 4 de tomber sur la France. Et quand j'ai vu que la France faisait partie de notre groupe, je trouvais ça un joli clin d'œil. Voilà,
Voilà, donc jouer face à la France, c'est génial. On va prendre beaucoup de plaisir et puis voilà. Est-ce que vous vous dites c'est possible, on va prendre du plaisir, mais bon, advienne que pourra. Quand on voit l'équipe de France faire ce qu'elle a fait face au Chili ou face aux USA, c'est-à-dire en perdant seulement 4 jeux ou 5 jeux en 2 confrontations, c'est-à-dire en 6 matchs, ils n'ont pas encore gagné, ils n'ont pas encore perdu un set au total. Vous vous dites bon, ça va. Voilà. Alors certes, on sait que dans le sport tout est possible, mais on sait très bien que face à la France, ça sera très 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 difficile. Voilà, donc l'objectif c'est de prendre le plus de points possible, le plus de jeux possible. Et après, voilà. Hier, on a vu un certain nombre d'intervenants se dire il y a encore quand même des différences. De toute façon, il n'y a pas que dans le groupe de la France où il y a des différences de niveau. On a pu le voir avec le Brésil, même si dans le Brésil, il y a eu quelques matchs. On a vu l'Italie face au Néerlandais, c'était quand même intéressant. Mais enfin, bon, on voit quand même il y a des écarts qui sont très très importants encore entre les nations. Bon, plus ça va aller, moins ce sera le cas. Maintenant, on a l'impression, pour reprendre certains mots des intervenants d'hier, qu'il va y avoir encore du boulot dans ce sport pour voir plus d'homogénéité dans les confrontations. Tu penses que tu t'en penses quoi de ce constat? Donc bon, concernant le mondial féminin, il est évident que ça sera l'Espagne, l'Argentine, qui sont vraiment au-dessus pour le moment, mais l'Italie et la France se rapprochent de plus en plus. Et après, forcément, entre ces 4 pays et les autres pays, il y a on va dire une marge de différence. Mais il n'y a plus de petits pays. Quand on a joué hier les USA, moi je me rappelle des USA que j'ai joué en 2008 avec la France, c'était à Calgary. Les USA, comme nous, on était débutants. Aujourd'hui, les USA, tout le monde m'a dit hier, ça va être un match facile. Eh bien non, c'était pas un match facile. Aujourd'hui, tous les matchs sont difficiles. Quels que soient les pays, il faut croire, tout le monde sait jouer au paddle, tout le monde se bat. Donc chaque victoire, on la savoure. Chaque victoire, on la savoure. Eh bien, c'est une parfaite transition pour un autre thème. Tu jouais pour l'équipe de France. Tu as eu à ton actif plusieurs escapades un petit peu partout dans le monde. Est-ce que tu as... Alors, la semaine n'est pas terminée ici, mais je me souviens qu'il y a quelques jours, quelques semaines, tu me disais, Franck, le plus bel événement pour moi, c'était Cancun. Cancun 2010. Cancun 2010, Est-ce que, en voyant ce qui se passe cette semaine au Qatar, tu te dis, tiens, ça vient taquiner l'expérience à Cancun ou c'est autre chose? Franchement, ici c'est tout simplement incroyable. Les installations sont incroyables, la manière dont on est reçu c'est incroyable. C'est dans le fameux centre de tennis où ont gagné Nadal, Djokovic, Serena Williams. Donc on est traité comme Nadal, Djokovic et Serena Williams. Donc en tant que joueuse de paddle, c'est tout simplement incroyable de voir tout ça. On est extrêmement privilégiés et je disais hier, les joueurs qui jouent à Doha pour leur première mondiale, après ça va être compliqué parce qu'ils vont être très très exigeants. Voilà, c'est tout simplement phénoménal. Donc ils ont mis la barre très très haut. C'est Gilles Moreton qui disait que là on avait la Rolls-Royce et que le paddle n'avait pas l'habitude d'avoir cela. Et je lui avais demandé, mais à passer après ce genre d'événement, ça va être compliqué pour celui qui va recevoir le prochain Europe, surtout quand on sait ce qui s'était passé à Marbella. Donc pour certains, ça a beaucoup fait parler d'ailleurs. Passer de Marbella où ça avait été un peu l'hécatombe et passer de Marbella en mondial, il y en a qui disent mais il n'y a pas de milieu là. C'est vrai que c'est. On va pas s'en plaindre. Ah non, on va pas s'en plaindre. Mais justement, allez, pour toi, qu'est-ce que peut-être le conseil de Chris pour les prochains Europes ou pour les prochains mondiaux, après avoir vu ce qu'on voit ici, le conseil peut-être pour faire au moins aussi bien ou faire peut-être mieux, qu'est-ce que pour toi, comment on pourrait
comment on pourrait encore améliorer les choses. J'avais posé la question à Gilles Moreton, il a eu bien du mal. Hein. Non, mais par rapport à Doha, c'est difficile de faire mieux, quoi. Tout est parfait, tous les détails sont pensés. Donc voilà, il faut, je pense que c'est le modèle à prendre. Après, on n'est pas obligé de réaliser 100% de ce qu'ils font, mais voilà, c'est le modèle d'excellence vers lequel on doit tendre. Voilà. Mais après, je ne veux pas voir le budget que ça représente. Donc, est-ce que toutes les organisations suivantes auront forcément le même budget pour un tel événement, pour un championnat d'Europe ou un mondial? Mais voilà, tout est parfait, tout est pensé. C'est tout simplement incroyable. Donc aujourd'hui, tu n'as pas répondu à ma question, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Cancun a été détrôné ou Cancun Alors, la seule chose où Cancun, on va dire, il y a 2 points où Cancun est meilleur que Doha, mais là, c'est la plage. La plage était tout simplement magnifique et le fait que ce soit un énorme resort où tous les pays étaient ensemble dans le même resort. Parce que là, on est dans 2 hôtels, donc c'est vrai que voilà, ça c'était tout simplement phénoménal d'avoir tous les pays ensemble. Et la plage, mais bon, la plage c'est un détail, on va dire, on est là pour jouer, mais mais la plage c'est pas mal non plus. Hein. On va parler maintenant de ton actualité liée à Nox, aussi comme joueuse, parce que tu restes en France, tu habites en France, même si on te voit un peu partout en Europe. Quelle est ton actualité prochaine? Et puis, allez, un petit point forcément sur le boom du paddle dans le monde, de qui mieux que toi peut en parler, parce que forcément, tu te déplaces, tu peux voir que Nox, j'ai ouï dire que marchait très bien. Tu peux me donner quelques chiffres peut-être sur l'évolution peut-être du paddle de la France, mais plus globalement de certains pays? Je pense à la Suède, je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne. Des joueurs espagnols m'expliquaient, mais Franck, c'est pareil pour l'Espagne. L'Espagne qui stagnait, voire qui était dans une situation il y a quelques années qui n'était pas exceptionnelle. Et on la voit porter, c'est pas l'Espagne qui porte les autres pays, ce sont les autres pays qui portent l'Espagne. Et on disait que c'était terminé, qu'on avait atteint un seuil où c'était pas possible de progresser. Et bien finalement non, c'est pas le cas. C'est vrai que je suis plutôt bien placée pour savoir ce qui se passe, puisque je suis export manager, je suis en charge de 4 continents. Le continent américain, c'est le directeur commercial qui s'en occupe. Je peux voir que l'explosion, elle est incroyable depuis le Covid. En fait, le fait qu'on ait été confiné chez soi, quand on a été déconfiné, tout le monde s'est rué pour faire du sport, et en particulier faire du paddle. Donc par rapport à l'Espagne que tu citais, effectivement l'Espagne c'était un marché qui est arrivé à maturité et depuis le Covid, il n'est plus possible de réserver en journée, tous les créneaux sont pris et Ivan Garcia, notre directeur commercial, me dit qu'il y a un boom de nouveau en Espagne. En Europe, le principal pays derrière l'Espagne c'est la Suède, vient ensuite l'Italie et la France est encore un petit peu derrière. Donc j'espère que la France va rattraper son retard. On parle de la Belgique aussi, qui ces 2 dernières années a une progression assez phénoménale. Belgique, Hollande. Le pays qui est encore un petit peu en retrait, c'est l'Allemagne. Oui, l'Allemagne, Mais bon, ça devrait décoller aussi. Les amis portugais aussi, qui sont pas mal. Oui, mais voilà. Un peu comme la France peut-être. Un peu comme la France. Par contre, une autre zone en dehors de l'Europe qui a explosé, c'est le pays du Golfe arabe. Ça a commencé par Dubaï il y a 1 an en arrière et quand ça décolle Dubaï, après c'est contagieux. On a vu le Koweït, on a vu Qatar, ici le Qatar, forcément. Et vous le ressentez en termes de chiffres aussi, vous voyez que on le voit, ça prend. Chiffres, Alors parlons un petit peu chiffres quand même parce que effectivement c'est le vécu vu de l'intérieur, mais peut-être ce qui manque parfois, ce dont on a peut-être besoin, c'est de savoir un petit peu quelques chiffres. Par exemple, on parle du Covid, c'est vrai que pour tout le monde, le Covid a été le point de départ d'une progression fulgurante dans le monde entier. Tous les continents sont touchés. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner? Par exemple, on a fait x2, x3. Est-ce que ça a été une progression depuis le Covid? Même pendant le Covid, ce qui a été incroyable, c'est que j'ai entendu dire que vu qu'il y a certains pays qui autorisaient, comme en France, qui autorisaient en outdoor de jouer au paddle, on s'est retrouvé avec certaines marques qui n'avaient pas prévu cette demande de paddle. Alors je ne veux pas donner trop de chiffres, puisqu'après ça reste confidentiel. On est entre nous là. Mais c'est vrai que lorsque le confinement a démarré, on a eu peur, forcément, comme tout le monde, on a eu peur que le paddle, que les ventes, que tout s'arrête. Et finalement, on a eu, on va dire, une pause pendant 2 mois. Et après, comme certains pays, notamment la Suède, n'ont jamais confiné,
et qui faisaient du télétravail, ils ont encore plus joué au padel que d'habitude. Donc en fait, ça tirait nos ventes grâce à la Suède. La Suède nous a été vraiment une bulle d'oxygène pendant cette période de confinement. Et après, lorsqu'on a déconfiné, tous les pays se sont mis à jouer au padel. Aujourd'hui, le principal problème pour toutes les marques, quelles qu'elles soient, c'est la rupture de stock. On va dire que c'est un bon problème à avoir, hein. Mais c'est vrai que tout le monde nous demande tellement de raquettes. On a beau augmenter la production, mais on ne peut pas l'augmenter aussi vite que la demande. Et même si on augmente de manière conséquente la production, entre-temps, la demande a encore plus augmenté. Il y a une pénurie de matières premières aussi. Tout à fait. Se rajoute à cela le problème des transports. Le problème des transports. Parce que la majorité d'entre nous, nous fabriquons en Chine, en Asie, voilà. Donc cumulé, ça fait beaucoup de choses à gérer. Donc c'est vrai, comme dit Jesus, le cofondateur de Nox, il me dit bon, Christina, ton mal de tête, oui, le mal de tête, je l'ai depuis plus d'un an maintenant, à gérer toutes les demandes ou les personnes qui m'appellent, Christina, on veut des raquettes, serre-nous, voilà. Pas facile à gérer, mais bon, je ne vais pas me plaindre, c'est un bon problème à avoir. Pas se plaindre, surtout que tu connais l'historique, tu sais d'où on vient. Et que cette rupture de stock, comme tu dis, on aurait tous signé avant pour se retrouver dans cette position-là. On n'est peut-être pas content parce que c'est pas évident de satisfaire toute la demande. Il y en a certains, zut, on a demandé des raquettes, on les a pas. Oui, mais à côté de ça, se retrouver dans cette position-là, c'était presque inenvisageable ou inespéré avant le Covid. On l'espérait dans quelques années, décennies, on entend parler de mais bon, voilà, alors que finalement c'est maintenant que ça se passe. C'est un accélérateur incroyable. Toi et moi, on a commencé dans le paddle en 2013. Et à l'époque, quand on parlait de paddle, tout le monde nous regardait avec des yeux ronds et ils nous pensaient sur une planche dans l'eau. C'est vrai. Donc maintenant, quand tu parles en France de paddle, tu dis sport de raquette, ah oui, on connaît, ou oui, je joue, j'adore, etc. Il suffit de voir ce qui est en train de se passer. Tu te rends compte qu'en l'espace de quelques jours, semaines, rien qu'en France, parce que d'autres pays ont déjà la télévision, mais on se retrouve avec beIN Sport et Canal+, qui diffusent du paddle. C'est simplement incroyable. Non mais c'est... Alors qu'on se dit, bon, allez, peut-être dans quelques années, on verra, et puis step by step, non. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Non, c'est pas prêt, ce n'est qu'un début. Allez, on restera sur ces mots. Ce n'est qu'un début. On est au tout début d'une belle aventure. Merci Christina. Merci. Et puis, alors, je vais te dire bonne chance parce que je t'aime, tu le sais bien. Oui, forcément. Mais bon, vive la France quand même. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Salut ma petite Chris. Merci. Ciao. Ciao.